Avec plaisir qu'on retrouve les collègues du Café politique. Ce matin, à Caraquette, nous attend l'éditorialiste de l'Acadie Nouvelle, François Gravel. Bonjour. Oui, bonjour Martine, je parlais de Jeux olympiques Oui. tantôt, hein, Courtney Sarrault, qui va pour une 5e médaille, demi-finale de hockey olympique aussi. J'en parle parce que c'est suivi, ça. J'ai découvert ça cette semaine jusque dans le système scolaire. Oui. Mon garçon me disait cette semaine que dans une de ses classes à la polyvalente, il y avait une télévision ouverte pour montrer la fin du match quart de finale gagné par le Canada de justesse contre la Tchéquie. Et dans une autre école à Grand'Anse, il y avait une activité pour les élèves et les parents. C'était prévu dans le calendrier, un hasard. Et sur l'écran géant, il y avait le match en question qui était diffusé. Alors, suivi très proche, mais par des enfants aussi. Oui, c'est la fièvre des Olympiques. Est-ce que ça sera en Fredericton? Jacques Poitras, notre collègue de Oui, CBC. Bonjour. bonjour. Même un petit peu dans la salle des nouvelles. Oui. Peut-être la concentration est un peu moins focusée sur notre travail. Oui, c'est ce que j'entends. Dans toutes les sphères d'activité, baisse de la productivité parfois en Ouais. milieu de travail ces temps-ci. On va y aller tout de suite de notre premier sujet. Bon, je vais commencer avec vous à Fredericton. Jacques, il n'avait pas de bonnes nouvelles, le ministre des Finances, René Legacy, qui a admis lui-même qu'il n'était pas très heureux de présenter le plus important déficit de l'histoire. Oui, je pense peut-être que ça serait une bonne idée de juste prendre nos segments de novembre passé ou de août passé, puis rejouer notre discussion à propos du déficit. Oui, c'est parce vrai. que c'est un peu la même thème chaque fois là, que ça devient de pire en pire et maintenant c'est un record. C'est simple ce qui est arrivé. La croissance de la population a amené tellement de revenus au gouvernement Higgs. Ils ont dépensé un certain montant de cet revenu-là et a augmenté le coût des services. Maintenant, la croissance finisse et les coûts sont encore là et on a des déficits assez larges, 1,3 milliard de dollars. C'est plus que 2 fois le déficit prévu dans le budget de le ministre René Legacy, mars passé, et tout le discours politique dans la province maintenant pendant une semaine ou deux et pour les prochaines semaines sont tout autour des coupures, des scénarios hypothétiques à propos des universités, des écoles, des musées. Est-ce qu'on va fermer des petites écoles? Le ministre, dans ses paroles cette semaine et sur un panel de CBC ce matin, parle beaucoup de cette idée de fermer les petites écoles. On peut peut-être attendre que c'est un des scénarios plus probable que des autres, mais c'est pas facile politiquement parce qu'il y a cette politique 409 qui a un processus pour fermer des écoles, puis ça doit commencer avec les conseils d'éducation. Et est-ce qu'on va suspendre cette politique? Est-ce qu'on va aller autour de cette politique? On ne sait pas, mais ça ne peut pas arriver, de mon avis, sans de la controverse. En tout cas, les conseils d'éducation, François, ont été clairs. Hein? On veut rappeler au ministre, c'est par nous que ça passe. J'en parlais avec Yvon Godin de l'Association des municipalités cette semaine qui disait, bien ça, c'est dévitaliser des régions rurales, là, fermer des petites écoles. Ça pourrait être ça, le gros moment de controverse de ce gouvernement. Oui, et surtout que si on fait ça, c'est du long terme, fermer une école. Ça ne peut pas se décider le jour du budget et voilà, c'est terminé. Donc, ça ne réglera pas le problème du déficit immédiatement. Et aussi, des scénarios hypothétiques, on en a entendu plein pendant toute la semaine. Les musées craignent de perdre leur financement. Les étudiants à l'Université de Moncton craignent que les universités soient visées. Ça va être intéressant de surveiller tout ça parce que pendant ce temps-là, le déficit grossit, lui, et c'est pas nécessairement une surprise. Quand une boule de neige dévale une colline, elle grossit, elle prend de la vitesse. C'est difficile de la faire ralentir et encore plus de diminuer sa taille. Et c'est ce qui se produit présentement. C'est le déficit grossit à chaque nouvelle mise à jour. Et il va sans doute grossir encore un petit peu d'ici la fin de l'année financière du gouvernement, le 31 mars. Les libéraux avaient promis d'équilibrer les livres, oui. Dans les faits, par contre, le plan pour y arriver, ça a toujours été très fragile. Je me souviens encore au dépôt du budget provincial, on en avait parlé. Le gouvernement avait prévu une diminution
du budget de l'aide sociale, ce qui ne s'est pas avéré, bien sûr. Il n'avait pas planifié des augmentations de salaire qui ont été consenties aux médecins. C'était évident qu'il n'allait pas se contenter d'un gel de salaire. Hein. Alors, Jacques l'a bien expliqué aussi, la croissance des revenus, autant en provenance d'Ottawa que celle de la population. Ça a mis fin, ça aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas, mais il va se passer quelque chose parce qu'on voit en Nouvelle-Écosse, qui eux aussi ont d'importants déficits budgétaires, la cote de crédit de la province vient d'être abaissée. Le gouvernement provincial va vouloir éviter ça et la manière d'y arriver, c'est d'envoyer un signal très fort, pas nécessairement de retour à l'équilibre budgétaire, mais de contrôle des dépenses. Et c'est ce qu'on s'attend à voir dans le prochain budget. OK, on va passer au prochain sujet. Mais on reste dans les gros sous. Donc, après avoir digéré ce que le ministre des Finances nous a annoncé, on a appris que la grosse part du 50 quelques millions qui est donné pour aider à la croissance puis conserver des emplois à des entreprises de chez nous, de cette somme-là, 45 millions pourrait aller à Irving Paper. Je vais rester avec vous, François. Peut être difficile à avaler, celle-là. On peut dire ce qu'on veut de la famille Irving, de leurs entreprises. Ils laissent rarement de l'argent sur la table. Hein, et on en a eu un bon exemple ici. C'est de l'argent qui provient d'un fonds créé par le gouvernement Holt à la suite de la guerre commerciale de Donald Trump pour aider les entreprises à rester concurrentielles malgré les droits de douane qui sont imposés. Le but, éviter de perdre des clients en étant plus concurrentiels et surtout éviter de perdre des emplois. C'est ça le but ici. J'ai trouvé intéressant d'avoir le Conseil économique du Nouveau-Brunswick qui a montré son étonnement à votre micro, hein, Martine, en disant que 45 millions qui sont réservés à Irving Papers sur 54 millions au total, c'est un chiffre sidérant, c'est le mot qui est utilisé. Oui. C'est effectivement le cas, d'autant plus que l'argent sert à protéger les emplois d'une papetière qui a déjà vu la moitié de son personnel être mis à pied par Irving il y a un an. À l'époque, Irving se plaignait non pas des droits de douane, mais des tarifs d'électricité et d'énergie du Nouveau-Brunswick qu'elle jugeait trop élevés. L'entreprise nous disait la solution, ce ne sont pas les subventions. Il semble que leur position a évolué sur le sujet depuis ce temps-là. Il y a des conditions. C'est 15 millions par année, pas 45 millions d'un coup. L'argent ne sera peut-être pas nécessairement tout versé, quoique c'est réservé pour cette entreprise-là, mais ça va dépendre de l'évolution de la situation. La crainte du gouvernement ici, Martine, c'est clairement de voir Irving fermer son usine à papier. Si ça se trouve, il y a peut-être eu des menaces en ce sens, et on voit que le gouvernement est prêt à allonger la monnaie pour éviter que ça survienne. C'est très Nouveau-Brunswick, ce qu'on vit là, Jacques Poitras. Absolument, absolument. Oui, les conditions sont là pour maintenir les emplois actuels, pour investir, faire des investissements capitaux dans l'usine, mais ça va être controversé. Puis imagine un scénario où le gouvernement, comme nous avons discuté, décide de couper plusieurs écoles, de fermer des écoles parce que c'est trop cher. Puis là, il y a 45 millions, jusqu'à 45 millions qui sont versés envers une famille qui est connu être comme milliardaire. Et on a déjà vu des autres épisodes dans notre histoire politique où des gouvernements ont perdu de l'appui parce qu'ils étaient vus comme trop favorables aux Irving. Je pense qu'il y a un segment d'opinion dans la province et dans beaucoup de places, à Kedgewick, à Doketown, où on voit la compagnie comme un employeur très important qui doit être appuyé, qui doit avoir des conditions favorables. Mais il y a un certain moment où, si la population en général voit ou pense que c'est trop, on peut voir une réaction, comme quand on allait vendre Énergie Nouveau-Brunswick et les Irving allaient bénéficier de cette vente-là avec une baisse de leurs tarifs. Alors, ça risque, le timing risque d'être très, très difficile pour le gouvernement Holt. On va passer au troisième sujet. En faisant un petit saut à Ottawa, tiens, une fois n'est pas coutume, mais ça arrive à l'occasion qu'on s'intéresse à la politique fédérale, d'autant qu'on a des députés fédéraux dans cette province-là. Hein? Pierre Poilièvre, je vais rester avec vous à Fredericton, Jacques, qui perd un autre député. Il a obtenu un vote de confiance assez solide au début de l'année. Il y en avait deux déjà qui étaient traversés de l'autre côté chez les libéraux. Puis là, Jane Heroux qui fait le pas. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Ben, puis c'est pas le seul moment de difficulté pour Pierre Poilievre avec son caucus depuis cette vote de confiance des militants du parti. On a vu, nous l'avons discuté la semaine passée, Mike Dawson, député de Miramichi Grand Lake, qui a fait cette sortie sur sa salaire publiquement. Le caucus n'était pas très content. Puis aussi le député ontarien Jamil Javani, qui est allé à Washington pour des discussions avec l'administration Trump sans la permission de son chef. Faisait son propre politique de l'étranger lui-même. Alors, on peut voir un peu un manque de cohérence ou discipline dans le caucus. Et maintenant, ce départ-là, la troisième dans la direction des libéraux, met Mark Carney dans une position d'obtenir une majorité si les libéraux gagnent les 3 partiels qu'on attend maintenant. On se souvient, c'est pas exactement le même contexte, mais on se souvient quand Blaine Higgs commençait à perdre des députés dans la dernière année de son mandat. Quand on le regarde maintenant d'aujourd'hui, on peut voir que ça disait quelque chose. Alors, pour Pierre Poilievre, c'est une situation très difficile. Si Mark Carney obtient une majorité, ça donne plus de temps pour Mark Carney de perdre sa popularité qui est très forte maintenant, mais ça donne aussi les conservateurs beaucoup de temps à commencer à questionner s'ils devraient avoir une autre chef. Absolument. Et puis, d'ailleurs, on aurait pu parler du NPD là, qui avance vers un nouveau chef, mais ce parti-là a du mal à sortir des discussions au pays en ce moment, à faire sortir ses idées et même voir sa présence évoquée. Mais continuons sur M. Poilievre, François. Qu'est-ce que vous voyez pour lui, pour son avenir, mais également pour la place de ce parti dans un éventuel scrutin fédéral? C'est un coup dur, bien sûr. Pierre Poilievre contrôle bien son parti malgré tout, là, je vous dirais, c'est-à-dire que son leadership n'est pas menacé. Là. Il n'a pas démissionné. Et même si c'était le cas, on l'a vu justement avec Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick. Le départ de député, quand un chef veut rester en place, il va rester. C'est très difficile de le faire partir. Donc, M. Poilievre ne s'en va nulle part, même dans l'éventualité de victoire dans les prochaines élections complémentaires du Parti libéral qui donnerait possiblement une majorité là, aux libéraux, au gouvernement Carney. Ce qu'on découvre quand même avec chaque nouvelle défection, c'est qu'il y a des députés conservateurs qui n'aimaient pas M. Poilievre, mais qui aimaient encore moins Justin Trudeau quand il était encore premier ministre, et qui croyaient surtout le pouvoir à portée de main. Et ça, on peut, dans ce temps-là, on accepte bien des choses. On peut avaler des couleuvres, on accepte des décisions, des directives du chef qu'on n'apprécie pas quand le pouvoir est tout près. Mais quand ce n'est pas le cas, quand on est dans l'opposition, bien là, alors on est en réflexion. M. Generous, ce qui est intéressant, lui, c'est qu'il avait songé à joindre le Parti libéral au moment de l'adoption du budget, avant d'annoncer qu'il allait mettre fin à sa carrière politique. Et j'avais toujours estimé à ce moment-là que c'était peut-être la crainte de voir la droite de l'Ouest là, lâcher la meute contre lui, un peu comme qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire que lui et sa famille de subir trop de pression et qu'il a finalement décidé de ne pas être candidat, de simplement quitter la politique, alors qu'il change d'idée. C'est une surprise. Il dit que c'est grâce au discours de Mark Carney, son fameux discours de Davos. Souvenez-vous, il avait déclaré, M. Carney, soit on est à la table des discussions, soit on est au menu. M. General a fait son choix. Et avec tout ça, bien, le gouvernement s'approche d'une majorité. 3 élections complémentaires qui approchent à grands pas. Et si les libéraux les emportent tous les 3, ils vont avoir leur majorité. Ça serait tout un revirement de situation. Et moi, je m'en fais pour sa famille. Il avait dit qu'il voulait passer du temps avec sa famille quand il disait qu'il voulait quitter la politique. Puis là, c'est terminé ça. On passe à autre chose. On attendra plus tard pour la famille. Faire sa part. C'est l'heure de vos cafés. Et je vais retourner dans la capitale avec vous, Jacques. Quel café pour qui cette semaine? Un gros café sucré pour la présidente de l'Assemblée législative, Francine Landry, qui nous a expliqué à CBC cette semaine pourquoi l'Assemblée a décidé d'enlever 2 énormes tableaux de 2 politiciens britanniques de l'époque coloniale du 19e siècle, le First Earl of Sheffield et Lord Glenelg, 2 politiciens qui n'ont jamais été au Nouveau-Brunswick, mais qui ont pris des décisions à Londres qui bénéficiaient l'industrie forestière de la colonie dans le 19e siècle. Maintenant, la comité qui a décidé ça n'a pas pris la décision parce que le Earl of Sheffield
étaient contre l'abolition de l'ensclavement dans l'Empire britannique. Ils ne l'ont pas fait parce que Lord Glenelg était en faveur de civiliser les Autochtones. Ils l'ont pris pour moderniser l'Assemblée et mettre des photos des députés actuels dans la même salle au lieu de ces deux messieurs-là. Donc, on n'est pas en train d'enlever le colonialisme. Non, on est juste en train de rénover. On n'est pas en train de décoloniser l'Assemblée complètement, mais quand même une étape intéressante. Je pense que les institutions reflètent nos valeurs actuelles et c'est intéressant de voir que ces deux tableaux-là, qui étaient là pendant des décennies, sont plus là. Vous, François, vos cafés cette semaine? Intéressant cette histoire-là. C'est des tableaux. Ils sont là, on ne sait pas pourquoi. On les voit et on sans se poser de questions jusqu'à ce que quelqu'un se demande mais pourquoi? C'est ce qui s'est produit. Moi, mon café, Martine, au député progressiste conservateur Don Monahan. M. Monahan est le candidat à la direction du Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick. Il est aussi critique de son parti en matière de finances. Ce que ça veut dire, c'est qu'après la mise à jour économique du ministre des Finances Legacy, le méga déficit budgétaire dont on vient de parler, c'est Don Monahan qui a donné la réplique, qui a dénoncé les libéraux, qui s'est présenté au micro comme quelqu'un qui croit en l'importance d'une gestion des finances publiques. Donc, ça lui donne un statut, ça lui donne une crédibilité, ça lui donne surtout une visibilité, et ça en pleine course à la direction contre son adversaire, Daniel Alain. Je ne sais pas à quel point c'était voulu par le chef par intérim du parti, Glenn Savoie, de lui donner ce poste-là de prestige, mais ça donne un avantage à M. Monahan, d'autant plus, Martine, que le budget va bientôt être déposé avec des compressions budgétaires. On vient d'en parler. On n'a donc pas fini de voir le député Monahan, qui est aussi le candidat Monahan au leadership, être porte-parole de son parti sur un enjeu qui tient particulièrement à cœur à la base militante conservatrice, c'est-à-dire l'équilibre budgétaire. Il y en a un qui siège à l'Assemblée législative, puis l'autre non. Alors forcément, la visibilité, mais vous avez raison. Eh oui. C'est une grosse responsabilité. Merci à tous les deux. Encore un très bon café cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end. François Gravel, on lit vos éditoriaux, bien sûr, dans l'Acadie Nouvelle et on continue de suivre vos reportages à CBC. Jacques, merci à tous les deux. Merci. Merci à vous.